Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, bien sûr que faire des tops, c'est hyper facile. Mais dans certaines circonstances, vous reconnaîtrez que c'est tout à fait à propos. Et aujourd'hui, j'ai un nouveauté, et j'aimerais vous parler un petit peu des phrases les plus dingues qu'on entend de la part de visiteurs sur les campements de reconstitution historique. Parce que si la reconstitution sert à ça, finalement, rencontrer l'histoire, discuter avec des passionnés qui vont faire de la médiation et expliquer un petit peu comment ça se passait à telle ou telle époque, c'est aussi l'occasion pour nous autres passionnés d'entendre des phrases complètement délirantes et des questions qui sont lourdes de sens et hyper intéressantes, tout en étant tout à fait drôles. Alors parfois on a des questions innocentes, parfois drôles, parfois aussi complètement hallucinantes, mais cela donne matière à réflexion et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant ça, c'est mis en visiteur, on en avait parlé, cette vidéo est sponsorisée. Alors, sans surprise, puisque tout le monde en parle en ce moment, il s'agit du jeu Raid Shadow Legends. Alors c'est rigolo parce que ça fait quelques semaines maintenant que je vois les publicités du jeu sur Facebook et sur Instagram. Les publicités sont très drôles et ça faisait un moment que j'avais envie de le tester, et le hasard a fait qu'on m'a proposé de parler du jeu. Du coup, même si c'est sponsorisé, j'y joue vraiment et c'est assez rigolo, donc parlons-en. Le jeu a été lancé hyper récemment, c'est un RPG très complet et qui se veut ambitieux, où on doit monter des équipes de champions personnalisables au niveau de l'équipement et des compétences. Tout ça bien sûr pour partir à l'aventure. Il est entièrement gratuit évidemment, même si vous pouvez accélérer votre progression grâce à la boutique en ligne. Ce qui m'a pas mal étonné sur le jeu, c'est que les graphismes sont plutôt sympas, le scénario tient carrément la route, et il y a pas mal de choses à faire puisqu'on a à la fois du PvE, du PvP, des défis à la fois dans des campagnes mais aussi contre des boss à affronter. Enfin, c'est un jeu qui est assez complet et où on va retrouver beaucoup de choses à faire. Le jeu a été téléchargé par 10 millions de joueurs en 6 mois, et dont moi du coup. J'avais pas mal joué à d'autres RPG, mais celui-ci est le plus complet. J'y ai déjà joué plusieurs heures et je n'ai pas encore exploré toutes les possibilités. Et visiblement je ne suis pas le seul à avoir accroché parce qu'il a quasiment 5 étoiles sur 300 000 avis sur le Play Store. Le jeu est vraiment suivi par ses créateurs qui proposent des nouvelles choses assez régulièrement. D'ailleurs ils viennent de sortir un nouveau mode de guerre de faction qui s'annonce vraiment sympa. Un autre avantage par rapport aux autres RPG, c'est que le programme de récompense pour les nouveaux joueurs s'étale sur 90 jours au lieu des 7 classiques, du coup c'est clair qu'ils cherchent à installer le jeu sur la durée et garantir son succès. Moi j'y suis sous le nom Hydrarius comme souvent sur les jeux mobiles, téléchargez le jeu maintenant, je vous mets les liens en description et vous pourrez obtenir comme moi un champion épique gratuit dans le cadre du programme nouveaux joueurs et 50 000 pièces d'argent qui est la monnaie de base du jeu. Voilà, je vous avoue que même si cette publicité sponsorise la vidéo, je joue vraiment au jeu parce que je suis très client de ce genre de RPG sur mobile, et que en faire la publicité n'était pas vraiment difficile pour moi. Sur ce, on passe à notre premier top, le premier top de la chaîne sur les meilleures phrases qu'on entend sur les campements de reconstitution. C'est parti. C'est du vrai feu là ? C'est une des questions que l'on entend le plus souvent en campement de reconstitution, est-ce que c'est du vrai feu? Ce qui nous paraît toujours complètement dingue, mais qui est hyper intéressant, et je voulais commencer par cette question, parce que le feu fait quand même partie des éléments primordiaux, avec l'eau, avec la terre, avec le feu du coup, et imaginez-vous que pendant des millénaires, l'élément feu a été aussi évident que l'eau pour tous les êtres humains, et qu'aujourd'hui on est à un stade où d'industrialisation, de modernisation si on peut dire, enfin, si je puis dire que on est à un stade où en fait le feu pour certaines personnes, s'il ne sort pas d'un briquet ou d'une bougie, n'est plus du tout naturel, et du coup les gens ne savent pas le reconnaître. Je trouve ça absolument fantastique et je trouve que ça dit énormément de la société dans laquelle on vit. Question suivante. C'est un vrai bébé? Il faisait aussi des enfants à l'époque? Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes à cette question, vous verrez qu'elle est super drôle. Imaginez, vous imaginez quand on se l'entend poser comme ça, on est toujours un peu perplexe. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me dis ça vient probablement de l'enseignement de l'histoire. Aujourd'hui en France, on enseigne surtout l'histoire par des gros événements, par des grands personnages, par des grandes batailles. Et en fait, l'être humain est rarement abordé. La sociabilité des gens est rarement abordée. Et le côté, en fait, ça reste des êtres humains, est rarement abordé. Du coup, l'idée même de la natalité, en dehors de certaines périodes très spécifiques où on va en parler, en fait, elle est pas du tout abordée. Donc les gens, naturellement, ont du mal à se dire, tiens, il y avait déjà des bébés à l'époque. Mais naturellement, en fait, et c'est ça qui est... Moi, je trouve ça complètement dingue. Mais c'est pas la seule chose. Vous mangez vraiment ce que vous cuisinez sur le feu, là? Ça, c'est un truc, c'est comme pour le feu, c'est-à-dire que pour nos contemporains, cuisiner sur un feu de bois paraît
tellement incongru, tellement loin d'eux, qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'en fait, on peut cuisiner hors d'une cuisine déjà, et qu'en plus de ça, on puisse manger ce qu'on fait en fait. Qu'on puisse manger ce qu'on cuisine hors d'une cuisine, qu'on puisse manger ce qu'on fait fumer. Fumer aussi, ça arrive. Ce qu'on peut cuisiner sur un feu de bois, qu'on puisse le manger sans aucun problème et que ce sera cuit parfaitement. Et tristement pour eux, ils n'imaginent pas à quel point c'est souvent meilleur le petit goût de feu de bois comme ça. Les reconstituteurs sauront de quoi je parle, les reconstituteurs, les scouts et tous ceux qui font ça sauront de quoi je parle, le goût du feu de bois. C'est le barbecue en fait, tu vois, c'est un sacré truc. Bref, on peut cuisiner sur du feu de bois, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que, effectivement, on mange ce qu'on cuisine, même si on cuisine en dehors d'une cuisine, quoi. C'est une des questions qui est posée aussi extrêmement fréquemment. Oh, c'est pas des vraies épées, elles font pas d'étincelles, et en plus de ça, les vraies épées, elles faisaient 25 kilos au moins. Bon, ça, on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, notamment sur les combats dans Game of Thrones. L'idée que, les épées, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les épées, à une main, ça fait entre 1 kg, 1 kg 2 grand maximum, et à deux mains, ça va pas excéder les 2 kilos, et sur une épée vraiment énorme, avec des choses très très spécifiques, des utilisations très spécifiques, on va aller grand maximum jusqu'à 4 kilos. Donc on est loin des 25 kilos, ou même des 10 kilos qu'on nous sort régulièrement, on en est très très loin, et en fait c'est hyper rigolo parce qu'on se rend compte à quel point c'est le même problème avec les armures, et ça j'y reviendrai un jour. C'est une espèce de nature, pareil, de réflexion moderne, de réflexe moderne qui est lié à la matière. C'est-à-dire que pour nous, naturellement, et même pour vous, réfléchissez-y dans vos têtes, vous allez vous dire, ok, le plastique c'est super léger, le bois c'est mi-léger, mi-lourd, et tout ce qui est métaux c'est forcément lourd. Il n'y a pas de... Et naturellement, on va penser à ce genre de choses. Je trouve ça assez incroyable aussi, cette espèce de réflexe de matière, qui n'est pas toujours le cas. De la même façon que sur les tissus, quand on parle de laine, on va imaginer une laine hyper épaisse, parce qu'aujourd'hui, la laine, quand on s'en sert, c'est toujours hyper épais. Mais songez que les costumes modernes, ce qu'on peut trouver dans le métro, si on regarde les gens habillés en costume, souvent, ils sont faits en laine, du moins les bons costumes sont faits en laine, et ils utilisent un drap de laine extrêmement fin qu'on pouvait produire déjà au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Donc du coup, la laine, c'est pas forcément quelque chose de toujours trop chaud en fait. Et c'est pareil, c'est un biais qu'on a dans nos têtes d'imaginer la laine comme quelque chose de trop chaud ou d'imaginer les métaux comme quelque chose de beaucoup trop lourd. Question suivante. Oh, c'est pas des vrais vikings, normalement ils ont tous les cheveux rasés sur les côtés. Bon là, je vous fais pas un dessin, vous savez probablement très bien d'où vient ce cliché. Actuellement, on sait pas vraiment, hein, et ce cliché du viking, il vient de la série Vikings. Et parce que dans la série Vikings, tous les personnages sont hyper classe et ont ce genre de coupe de cheveux, et du coup c'est devenu une espèce de quelque chose d'assez emblématique. Et ça montre bien le poids de la culture populaire sur la perception de l'histoire de nos contemporains, et c'est pour ça que je fais l'émission La Réserve. De la même façon, ça s'est un petit peu calmé, mais de la même façon, quand j'ai commencé à travailler sur le Moyen-Âge il y a 15 ans, tout le monde sur les campements, tout le monde, on entendait parler des visiteurs tout le temps, de Jacouille, de Godefroy de Montmirail, les répliques, on les connaissait par cœur parce qu'on les entendait, enfin c'était vraiment un truc vraiment très très répandu, de la même façon que quand on fait du grec, les gens nous parlent de 300 en permanence parce que c'est à la fois quelque chose qu'ils connaissent et en fait la seule source d'information qu'ils ont entendue sur la question, ce qui est hyper intéressant, à plus d'un titre, mais ça, on en parle dans La Réserve, et un peu partout sur la chaîne en fait. Oh regarde, elle est déguisée comme une église! Alors celle-là, je l'aime beaucoup, elle est rigolote. En fait, c'est une phrase qui m'a été rapportée... Donc, toutes les phrases qui sont là, j'ai demandé à mes petits camarades de reconstitution de m'en donner. Alors j'en ai plein, hein, j'en ai eu énormément, je crois que j'ai eu 180 réponses, quelque chose comme ça. Donc, mais on en entend vraiment beaucoup, beaucoup. Et celle-là, je la trouve hyper mignonne parce qu'en fait, elle vient de deux ados qui, voyant une reconstitutrice du Moyen-Âge, ont dit qu'elle était déguisée comme une église. Alors bon, outre que l'idée, c'est pas tant qu'elle soit déguisée comme une église que ils venaient d'étudier l'art des édifices religieux en cours, et donc du coup ils avaient en tête les statues. Et effectivement, il y a beaucoup de statues d'église qui portent des costumes qui sont contemporains, c'est-à-dire que même si dans une église on va représenter, je vais dire une bêtise, mais un certain nombre de personnages historiques, et bien en fait ces personnages historiques vont porter des costumes contemporains à la construction de l'église. Donc en fait les statues des églises sont des très bonnes sources historiques pour reproduire des costumes. Donc en fait ces ados avaient fait un parallèle entre le costume de la reconstitutrice et ce qu'ils avaient vu sur les statues d'église. Et je trouve ça assez fantastique de voir à quel point des liens se font comme ça sur des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont plutôt justes finalement. Et des liens comme ça, on en retrouve très souvent
la plupart des questions viennent de ce que les gens ont vu à un moment, les visiteurs ont vu à un moment, ont retenu, et des choses dont ils veulent parler parce que ça leur parle en fait. Quelque part, ils ont déjà vu ça quelque part en fait. Ils ont déjà vu ça quelque part, et du coup, hop, ça leur donne une base pour discuter, et c'est hyper intéressant parce qu'on a des discussions fantastiques qui commencent comme ça sur les campements historiques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même si elles ont l'air idiotes, on va sourire, on va parfois rire, on va jamais hésiter à discuter avec vous. Et vous vivez comme ça toute l'année ? Dans la série des questions qu'on nous pose tout le temps, est-ce que vous vivez comme ça toute l'année arrive clairement dans le haut du tableau. Parce que, là encore, on est sur la distance entre nos contemporains et, enfin nous en fait, tout simplement, et les personnages historiques, elle est tellement importante, dans l'enseignement, elle est tellement importante et conservée comme importante, que du coup les gens ont du mal, ils se disent, mais bon, c'est complètement incongru de vouloir faire ça, et ils se disent, s'il faut, c'est un genre de secte, et ils vivent comme ça toute l'année, et en fait, c'est des malades, et ils sont complètement chelous, et c'est assez rigolo, en fait, de voir que, en fait, dans les reconstituteurs, il y a des enseignants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans, il y a tout, en fait, ce sont des micros, des micros morceaux de société, en fait, et le reste du temps, voilà, le week-end passé, le lundi, ils enfilent leur jean et leur pull, et ils vont bosser comme tout le monde, en fait. Et c'est assez rigolo de voir que la plupart de nos visiteurs beaucoup de nos visiteurs ne se rendent pas compte de ça, en fait, que ces gens qui sont là pour la reconstitution sont aussi des médiateurs, des gens qui vont expliquer l'histoire d'une autre façon, et du coup, ils sont perturbés par rapport à ça, et c'est toujours intéressant. On passe à la question suivante. Non mais ma grand-mère utilisait des poêles comme ça, donc au Moyen-Âge c'était forcément pas pareil, je pense que les poêles étaient en bois. Alors ça, c'est un peu la même chose dont on a parlé, c'est-à-dire que c'est toujours le problème de distance. Les gens s'imaginent une distance très importante entre notre monde contemporain et l'histoire et les périodes historiques, parce que dans l'enseignement de l'histoire et dans la façon dont elle est perçue en France, il y a assez peu de liens qui sont faits avec l'histoire sociale, mais l'histoire quotidienne. On va beaucoup mettre le doigt sur ce qu'il y a de différent, sur ce qu'il y a de grandiose et tout ça, mais finalement assez peu sur qu'est-ce qui fait que une famille dans l'Empire romain était tout à fait proche d'une famille de nos jours. En fait, on utilise la même vaisselle, on a besoin d'eau, on mange à peu près la même chose, mais c'est cuisiné un peu différemment, on a besoin de s'habiller avec les mêmes logiques qu'aujourd'hui, enfin c'est... La vie quotidienne, finalement, change assez peu, et du coup, c'est incroyable de voir à quel point certains objets qui n'ont pas changé pendant des siècles, voire des millénaires, et ben ces objets, en fait, nos visiteurs ont du mal à se rendre compte que ces objets qu'on utilise sont les mêmes qu'ils utilisent aujourd'hui ou que leurs grands-parents utilisaient, et qu'en fait, c'est pas du tout un problème. Et c'est aussi le travail de reconstitution qui est hyper intéressant à ce niveau-là, de montrer le quotidien et d'expliquer à quel point, en fait, l'histoire est proche de nous sans qu'on s'en rende particulièrement compte, et c'est ce que j'aime faire aussi sur cette chaîne, c'est, voilà, montrer que l'histoire nous est extrêmement proche, plus qu'on ne le croit le plus souvent. Un Magnum 357, ça peut percer une cotte de maille ? On a souvent ce genre de réflexion rigolote où en fait un visiteur essaye de rapprocher ce qu'on lui montre avec quelque chose qu'il connaît lui-même. Même si parfois c'est par les films ou tout ça, ou les jeux vidéo, on a une perception de certaines choses qui sont très modernes, et du coup là il se dit typiquement, ok, j'ai vu dans les jeux vidéo et les films, je sais qu'un 357 ça fait à peu près ce genre de dégâts, ça perce tout, machin et tout, est-ce qu'une cotte de maille... C'est vraiment ce besoin de rapprochement pour mieux comprendre, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est ce qui permet des bonnes discussions. C'est un peu la même chose que dans l'église tout à l'heure avec la personne déguisée en église. Je trouve ça hyper chouette et intéressant, même si c'est des questions qui font sourire. En fait, ce sont des questions qui sont vraiment pertinentes parce qu'il y a une vraie curiosité, une vraie envie de comprendre derrière ce genre de questions, et c'est vraiment chouette d'avoir ce genre de choses. Mais il est nul leur camp, il y a même pas d'oies. Tout le monde sait bien que les Romains, après le Moyen-Âge, ils avaient des oies pour protéger chaque camp. Et on finit avec cette réflexion amusante, ça fait déjà 10 questions, je sais. En fait, c'est encore une fois cette question de lien, en fait, et de persistance. Et je voulais finir sur cette question-là, parce qu'elle est très importante. La question de la persistance de l'information, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui a appris en cours, probablement, la fameuse histoire des oies du Capitole, c'est-à-dire que les Gaulois mettent le siège de Rome, et les Romains se retranchent dans le Capitole. Les Gaulois essayent de rentrer nuitamment dans le Capitole,
et les oies sacrées qui étaient à cet endroit-là donnent l'alerte en faisant un raffut épouvantable, et les Romains arrivent à ce moment-là à repousser l'attaque, ce qui leur permet de ne pas subir une défaite complètement cuisante, en tout cas une débâcle jusqu'au bout, et de garder entre guillemets leur honneur. Et ils en tirèrent du coup évidemment une grande fierté, et c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup en cours parce que ça fait partie dans tous les livres d'histoire, ça y est, c'est une histoire qui a été conservée, on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas dans l'enseignement de l'histoire moderne, parce qu'elle est relativement anecdotique. Et voilà, donc il y avait cette chose qui avait été retenue de se dire, ok, les Romains défendent, font surveiller ça par des oies, ce qui n'est pas tout à fait vrai déjà, mais les oies donnent l'alerte. Et donc il y a eu une espèce de glissement en mode, ok, c'est un campement historique, et du coup, il doit y avoir des oies qui donnent l'alerte. Et c'est assez incongru, mais c'est rigolo de voir d'où ça vient. Et là où moi ça m'intéresse comme réflexion, c'est sur la question de la persistance de l'information. Vous êtes nombreux à me demander, à me dire « Ouais, mais 300 c'est pas historique et les gens le savent bien ». C'est vrai, mais ils le savent au moment où ils le voient. La question va être de savoir qu'est-ce qu'ils auront retenu dans 5 ans. Si aujourd'hui, et je vais finir par le faire parce que vous me posez trop la question, si aujourd'hui je vais dans la rue et je demande aux gens ce qu'ils connaissent de Sparte et des Spartiates, je peux vous garantir qu'à 80%, ce sera des infos que l'on trouve dans 300. Et 80%, je suis vraiment cool. Mais on va le faire, ce petit micro-trottoir, si ça vous intéresse. Parce que je pense vraiment que, voilà. Mais ils le font pas exprès, en fait. On le fait pas exprès, parce que je suis exactement pareil. Hein. On le fait pas exprès, c'est juste que l'information s'est mise quelque part dans notre tête, et 5 ans après, on ne sait plus d'où elle est venue. Donc on se dit, non mais j'ai retenu ça parce que c'est probablement vrai. C'est un biais qu'on a tous, hein. Et donc du coup, cette histoire de persistance intellectuelle, cette persistance de mémoire, elle est hyper importante dans la compréhension aussi de ce que je fais, et c'est pour ça que je travaille sur la réserve, et je parle des films, et je casse un petit peu les clichés en termes d'image, justement pour éviter ce genre de choses de persistance mémorielle. Et ben voilà, écoutez, je crois que on a fait 10 questions déjà, effectivement. J'en avais plein, hein, comme je vous dis, j'en avais plein en stock. J'avais les miennes aussi, j'avais celles de copains. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si la vidéo fonctionne, on en fera une deuxième avec un petit peu, voilà, pareil, ce côté-là. On va pas juste se moquer des questions, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi elles sont posées, parce que je trouve ça hyper intéressant. Si vous-même vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que c'est toujours cool les anecdotes. On m'a surtout donné des anecdotes antiques, médiévales et de période moderne. Si vous faites de la reconstitution seconde guerre, n'hésitez surtout pas à m'en mettre, parce que je sais que vous en avez également beaucoup et qui sont parfois de nature un peu différente, parce que c'est plus proche de nous. Donc n'hésitez pas, mettez vos anecdotes en commentaire, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, et si ça vous va, on en refera. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. La prochaine vidéo, je pense que ce sera évidemment le vlog de retour sur Gladiator, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et moi je vous dis à très bientôt, avec un nouveau thé et un nouveau hors-sujet.